Maintenant que la saison est terminée, on va vous proposer nos tops et nos flops. On va essayer d'être rapide, Stéphane, et de dire en quelques mots quels sont nos tops, quels sont nos flops. Est-ce que tu veux commencer? Parce que toi, tu as 2 top pilotes et moi, j'en ai qu'un. Alors, je te propose de commencer, on va alterner. Vas-y. J'ai 2 coups de cœur. C'est 2 des 3 débutants de la saison. Liam Lawson, je trouve que c'est vraiment génial. Il a été appelé au dernier moment pour remplacer Ricciardo qui était blessé. Il arrive, il a avoué qu'il n'était pas bien préparé pour débuter la saison. Et il survit très vite à l'enfer du Qatar. Il a lui-même dit qu'il n'était pas préparé pour ce Grand Prix spécifique. Je crois que personne ne l'était Tout quand à fait. on a vu l'état des pilotes à l'arrivée. Et puis ce que je trouve génial, c'est qu'il a claqué des portes à Verstappen en course. Il ne s'est pas posé de questions. Il n'a pas peur de Verstappen. C'est génial, alors qu'il avait juste un statut de pigiste dans l'écurie B. Et puis ce que je retiens aussi, franchement, c'est la belle saison de Piastri, débutant appliqué, qui a joué collectif, qui est quelqu'un de fiable dans le combat, qui ne s'est jamais plaint à la radio, et pourtant il aurait pu. McLaren l'a parfois désavantagé. Oui, clairement, c'est vrai. Moi, mon top, il est un petit peu moins original que toi. Moi, mon top, c'est Max Verstappen, parce qu'il a battu absolument tous les records possibles et imaginables cette saison. On le disait, 19 victoires sur 22 Grands Prix. En fait, j'ai pas de souvenir manifeste d'une erreur de sa part sur l'ensemble de la saison 2023. La précision dans le pilotage, l'engagement permanent. Il n'y a pas une séance d'essai libre où on le voit rouloter comme ça. À chaque fois qu'il monte dans la voiture, ça impacte tout de suite, ça donne tout de suite des informations. Franchement, une saison impressionnante pour Max Verstappen. Largement champion du monde pour la 3e fois consécutive. On l'a vu, franchir un cap et vraiment atteindre le firmament de la Formule 1. Et puis il a laminé complètement Pérez. Ah bah oui, ça. Il n'y a même plus débat. Autre top, Stéphane, pour toi? Alors pour moi, c'est James Vowles, le nouveau patron de Williams. 10e et bon dernier du championnat l'année dernière, 7e cette année, avec une voiture qui est quand même typée circuit stop and go, clairement. Donc il y a eu des bons résultats à Montréal et à Monza, mais ils ont aussi surpris à partir de la mi-saison à Silverstone, puis après ça s'est enchaîné, des bons résultats, Zandvoort, Austin, Mexico, qui ne sont pas a priori des circuits favorables à cette voiture. Donc j'ai trouvé que l'ensemble était génial. 28 points, c'est le meilleur total de Williams depuis 2017. Ouais, ça fait une belle saison. Moi, mon top côté pilote, c'est McLaren. Je me souviens de ce qu'on disait lors des essais de pré-saison à Bahreïn. La McLaren, elle est ratée. Ils seront nulle part. Ils vont faire une saison absolument apocalyptique. 17 points à l'issue des premiers Grands Prix pour McLaren. 8 premiers Grands Prix, 17 points. Et ensuite, ça faisait 2 points de moyenne, 2,1 points de moyenne par Grand Prix. Et sur les 14 Grands Prix suivants, ils ont multiplié par 10. Ils ont marqué 20,35 points par Grand Prix sur les 14 derniers Grands Prix. Ça prouve que on peut corriger une F1 mal née, et là elle était vraiment, vraiment mal née. Ça peut être un exemple pour d'autres équipes qui étaient mal parties et qui n'ont pas forcément réussi à rectifier le tir. Je suis bien d'accord. Alors, il nous reste un top chacun. C'est quoi ton dernier top pour toi, le côté Grand Prix peut-être? Alors, non, je voulais donner un petit coup de chapeau aux mécaniciens, et spécialement ceux de McLaren qui ont réalisé un arrêt de 1 seconde 80 pour Norris au Qatar. Et souviens-toi, avec ce règlement 2022, les roues étaient plus volumineuses, plus lourdes, et on nous disait oubliez les records d'avant, du précédent règlement, on ne fera plus jamais ça. Si. Donc ça veut dire qu'on bosse vraiment chez McLaren et dans toutes les équipes. Moi, mon dernier top, je vais être un petit peu à contre-courant de ce qu'on entend un peu partout. Moi, mon top, c'est pour le budget cap. Parce que le budget cap, pour moi, il a fonctionné. On voit, Mercedes et Ferrari terminent avec 3 points d'écart. La bagarre avec McLaren et Aston, il n'y a que 22 points à l'arrivée. Chez les pilotes, entre Hamilton et Russell, donc entre le 3e et le 8e du classement, il y a 6 pilotes qui se tiennent en 60 points. Ça a été hyper serré. Alors au final, il y a Red Bull qui est largement au-dessus du lot, il y a Max Verstappen qui est lui aussi largement au-dessus du lot, mais finalement, on a le meilleur pilote
qui est dans la meilleure voiture conçue par le meilleur concepteur d'auto de l'histoire de la Formule 1, Adrian Newey, c'est normal que ça gagne. Et en plus, avec un budget cap, on le rappelle, avec un budget pour Red Bull qui était un petit peu moindre que celui de ses adversaires parce qu'il y avait eu cette pénalité. On ne pourra pas reprocher à Max Verstappen d'être le meilleur pilote, on ne va pas pouvoir reprocher à Adrian Newey d'être le meilleur concepteur de voiture. Finalement, c'est juste que ce budget cap, il concorde avec l'explosion d'un phénomène, Max Verstappen, et donc ça donne un écart un petit peu en faux semblant. Honnêtement, pour moi, le budget cap, il fonctionne, et malheureusement, en tout cas de manière un petit peu malheureuse pour la discipline, ça concorde avec l'explosion de Max Verstappen. C'est dommage, mais ça fonctionne. On a parlé de nos tops. Maintenant, on va parler de nos flops, parce qu'il y a des trucs qui ne nous ont pas plu, évidemment, cette saison. Pas plu ou déçu, on va dire. Voilà. Parce que pour moi, mes deux flops chez les pilotes, c'est des pilotes qui ont déçu, mais qui ne sont pas désagréables en soi. C'est Ricciardo et Magnussen. Je trouve malheureusement que Ricciardo, c'est la fausse bonne idée. Chris Horner s'accroche à ça pour mettre la pression sur Perez. On a vu en 7 Grands Prix que c'était pas dingue. Il s'est même fait taper par Tsunoda sur le bilan en duel en qualif. Et puis Magnussen aussi s'est fait rouler dessus par Hülkenberg qui revenait à la compétition. Donc je trouve qu'il y a mieux à faire et qu'on peut aller chercher des jeunes pilotes au lieu de ressortir un peu les vieilles recettes. Et moi, mon flop côté pilote, ce sont des absents. Pour être tout à fait précis, 4 pilotes absents de la grille en 2024. Je veux parler de Nick De Vries, de Mick Schumacher, de Felipe Drugovich et de Théo Pourchaire, qu'on va quand même féliciter pour son titre en Formule 2. Mais ces 4-là, malgré leur titre en Formule 2, ne seront pas sur la grille de départ en 2024. Alors, soit on estime que être champion de Formule 2, ça ne révèle pas que vous êtes un pilote suffisamment bon pour rouler en Formule 1, et à ce moment-là, il faut changer quelque chose à la Formule 2 pour que ça devienne une vraie discipline d'accession à la catégorie reine. Soit il faut essayer de systématiser que le champion de la Formule 2 se retrouve en Formule 1 la saison suivante, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, parce que là, finalement, ce qu'on dit à ces garçons-là, c'est bravo et désolé. Oui, surtout que là, on a bien vu en plus en essai libre 1 que Drugovich avait largement sa place, Incroyable. Plus qu'un Sargent. Donc ça, il faut revoir ça. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, on est d'accord. Autre flop pour toi, Stéphane? Le Grand Prix du Qatar, on s'en souvient tous, chaleur épouvantable, mauvais timing, des pilotes exténués à un point dangereux à ne pas refaire. Alors moi, mon deuxième flop, ça me coûte, mais je ne vois pas comment on peut éviter de parler de flop pour l'équipe Alpine. L'ambition en 2023 qu'on nous avait annoncé, c'était, alors qu'on avait terminé 4e au classement des constructeurs, c'était d'aller jouer avec le Big Free, avec Red Bull, Mercedes, Ferrari, et en fait on a fait chemin inverse en terminant donc 6e au classement des constructeurs cette saison. On ne va pas revenir sur l'épisode de Spa avec le limogeage de Otmar Szafnauer. J'espère que la construction qui est relancée là sous l'égide maintenant de Bruno Famin va réussir, sincèrement. Mais si on s'en tient aux ambitions qu'on avait annoncées pour 2023, c'est manqué. Il faudra faire mieux la saison prochaine. Et on nous a beaucoup parlé de marketing aussi, d'investisseurs qui avaient placé leur argent dans l'équipe, dans le constructeur. Faites-nous une voiture qui avance et le marketing fonctionnera tout seul. Ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'après cette annonce, on a vu l'un de ces investisseurs, Austin, dans le garage Mercedes. Je n'ai pas compris. Alors, mais je te signale quand même qu'ils ont remporté une catégorie, c'est le championnat des abandons. Tout à fait. Ça, tu l'aimes bien celui-là. 9 abandons, voilà, mais ça veut tout dire, tout simplement, dont 3 doubles abandons. C'est la seule écurie à émerger à ce niveau-là. Williams, Aston Martin et Alfa Romeo n'ont enregistré qu'un double abandon sur l'ensemble de la saison. C'est la fiabilité qui a pêché, en plus de la performance. Ton dernier flop, Stéphane, s'il te plaît. C'est Haas. 8e saison en Formule 1 et on a l'impression que c'est l'éternel retour à la case départ. Pas d'évolution sur cette voiture, vraiment. Sous-traité chez Ferrari, pas d'ambition. Et une écurie qui critique la candidature d'Andretti Cadillac, qui est quand même extrêmement solide, crédible. Haas, c'est peut-être l'écurie américaine en trop dans le championnat. Moi, j'aimerais en voir une autre. Moi, mon dernier flop, je vais revenir sur ce que tu as mentionné, le Grand Prix du Qatar, parce que on a vu lors de cette épreuve ce que
devrait être un Grand Prix de Formule 1 avec des pilotes qui roulent à bloc. Alors certes, il y avait des conditions météo qui étaient très très éprouvantes, mais donc on a limité, on rappelle, le nombre de tours. Je crois que c'était 18 tours par train de pneumatique. Donc il fallait rouler à bloc, il n'y avait pas de question à se poser. Il fallait vraiment tirer le maximum de la voiture. Il n'y avait plus de question de stratégie de pneumatique. Et on a vu que ça pouvait rouler très très vite. Et que sur les autres Grands Prix, les pilotes, ils se baladent un petit peu, avec comme seul souci d'économiser les pneus. Et ça leur laisse le temps de regarder sur les écrans géants ce qui se passe. Et même, on se retrouve avec des pilotes qui proposent des stratégies alternatives à leur équipe. Alors évidemment, c'est spectaculaire quand Fernando Alonso il dit tiens, qui c'est qui est en tête à queue, machin truc. Par contre, c'est un peu moins amusant quand on voit un Charles Leclerc qui a été magnifique à Vegas. Avec des dépassements vraiment de très 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 grande classe face à Sergio Pérez, et qui une semaine plus tard freine, laisse passer ce même Sergio Pérez pour essayer d'aller ensuite ralentir George Russell, pour essayer d'aller chercher la 2e place au classement des constructeurs. Non, les pilotes, on veut qu'ils nous fassent vibrer, et des pilotes de Formule 1, pour nous faire vibrer, il faut rouler vite, il faut faire des gros freinages, il faut faire des choses qui sont stupéfiantes et dont ils ont le secret et qu'ils savent faire eux seuls. Le reste, faut laisser ça au comptable. Faites-nous rêver. Donc voilà, et trouver un moyen pour faire que plus souvent, peut-être de temps en temps, faire des grands prix où on impose 3 passages au stand, et à ce moment-là, ça va rouler beaucoup plus vite. Ça va rouler à bloc, comme on l'a vu au Qatar. Moi, j'ai adoré ce Grand Prix, donc ça engendre un flop, c'est vrai, parce que par contraste, tous les autres, on a vu que c'était de la gestion. Ouais. C'est ça la Formule 1 aujourd'hui, malheureusement.